Ça va et toi? Bonjour. L'idée pour nous, là, c'était de vous montrer notamment, monsieur le maire, la jacinthe de Rome, qui est un des enjeux écologiques importants du site. C'est une espèce protégée au niveau national et puis qui fait depuis de nombreuses années l'objet de nombreuses actions de tout un réseau de partenaires, parce que l'essentiel des populations connues de cette espèce se trouve par chez nous. Par contre, la mise en culture des parcelles les fait disparaître. Et le retour en prairie à long terme peut la restituer? Je ne sais pas, j'ai pas d'éléments. C'est une question. Ouais. En préservant la prairie, on préserve une zone d'expansion de crues, et c'est tout le sens du travail du syndicat de rivière, qui en plus de ça va contribuer à l'épuration des eaux de ruissellement, à filtrer, à dépolluer. Et l'eau, à l'arrivée, on la boit. Historiquement, il y avait une digue qui arrivait au même niveau que les habitations en face. Oui. Donc araser la digue, c'était permettre à l'eau de s'écouler dans la prairie plutôt que d'aller sur la rive où il y a des habitations. C'était vraiment l'enjeu premier. Donc vous êtes en train de me dire qu'à travers ce projet, il n'y a pas que des choses entre guillemets écologiques, il y a aussi un but utilitaire où l'homme est aussi au centre de vos préoccupations. Oui, voilà. Bien sûr. Le travail qu'on mène ensemble est aussi susceptible de réinviter les gens à s'intéresser à cette prairie, de la découvrir peut-être sous un nouveau jour qu'ils ignoraient jusqu'alors. Et c'est vrai que si on y regarde d'un petit peu plus près, ce qui semble être juste une simple prairie, on peut y trouver toute une richesse et tout un patrimoine qui vous appartient à tous. Tous les habitants de la Rasette la voient au moins une fois par jour, la prairie. Il y a un paradoxe historique là quand même aussi, c'est que cette zone finalement, elle est devenue d'autant plus un délaissé que c'est le pont et la route qui l'a séparé de l'espace agricole un petit peu. Et comme quoi, des fois, on peste contre les autoroutes, mais le long des autoroutes, on trouve des lapins, pas mal de choses, et des microbiotopes. La voici. Là, en gros, la fenêtre, c'est du 15-20 avril au 1er mai, quoi. À l'époque des mousserons. La floraison. C'est bon. Un moyen mnémotechnique. Ça fait des graines là? Oui, ça va faire ensuite des boules à chaque extrémité là, et des graines. Les graines tombent entre le 15 et le 30 juin. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on essaie de retarder la fauche. D'accord. Tu vois, j'en ai plus là aujourd'hui. J'en avais compté 60, j'en ai au moins 80 là. On doit faire l'entretien. Il faut impérativement assurer l'entretien de cette prairie. On peut la considérer comme une prairie, sinon on a Oui, des arbres qui poussent. c'est une prairie qui doit rester une prairie. Et pour avoir de la prairie, il nous faut impérativement une intervention humaine ou animale. Pâturage ou fauche. Ça veut dire que si on n'intervient pas, la prairie elle disparaît très vite. C'est vraiment un milieu temporaire. On préfère préserver la jacinthe que laisser pousser une forêt. Et ça reste un choix. Oui, et c'est un choix qui, en fait, il est à la fois écologique et culturel, puisqu'il y a activité humaine. Aussi. Historiquement, la vallée de la Gimone, c'est quasiment que des prairies tout du long. Donc c'est aussi un patrimoine historique, agricole, local, de pratiques locales. Et certaines de ces prairies sont aussi très anciennes, plusieurs centaines d'années. Oui, puisque la prairie voisine s'appelle le Pré du Roi. Alors Donc c'est gravé dans le marbre du cadastre, quoi. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait plus les vaches. En termes de préservation des zones humides, c'est très dommage. Enfin, la vache en elle-même, c'est l'élevage qui disparaît et qui était une manière de valoriser ces fonds de vallée. Donc on pouvait conserver en prairie. L'élevage disparaissant, le propriétaire n'a plus d'usage de la prairie et donc tend à la retourner et à la valoriser par la mise en culture. Donc c'est tout le challenge qu'on a au niveau de ces territoires, de les conserver, c'est-à-dire trouver un nouveau modèle économique qui permettra de les pérenniser dans le temps, quoi. Au début, c'est plutôt un concours de circonstances, quoi. Parce que c'est dû un peu au chemin qui est communal, et qui était en bordure du Lembous et qui était parti dans le Lembous. Et les riverains, les propriétaires nous demandaient de refaire le chemin, mais comme maintenant on ne peut plus empirer les bordures de ruisseaux, donc il fallait trouver une solution.
Et voilà comment, après, avec la recherche des zones humides, on en est arrivé à là, quoi. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas la connaissance de l'utilité réelle des zones humides. Et c'est vrai qu'avec ce projet, et tous les intervenants qu'il y a eu dans le secteur, on a pu prendre connaissance de l'importance des zones humides. Étant riverain des Lembous, mais complètement au bout, on voit les problèmes qu'il y a, de manque d'eau et autres. C'est l'opportunité de lancer la discussion sur ce sujet-là, en lien direct aussi avec les cours d'eau. C'est une première pierre à l'édifice sur une problématique qui va être de plus en plus prise en compte dans les années à venir. Le botaniste là, qui avait fait les inventaires avait caractérisé vraiment 2 types d'habitats sur la parcelle. 2 tiers ici et 1 tiers en herbe haute. Voilà. 2 tiers de prairies de fauche et 1 tiers de mégafordier. Typiquement, ici, la meilleure manière de conserver les espèces à enjeu, c'est une action annuelle de fauche mécanique. Voilà. Et d'autres pratiques qui vont permettre de conserver là une prairie plutôt à herbe haute, qui vont disparaître si on met une fauche annuelle en place. Il faut enlever la rose, il vaut mieux enlever. Il faut enlever un maximum de matière, justement pour freiner. Comme c'est des espèces rudérales, elles ont besoin de beaucoup de matière organique. C'est pas pour rien qu'elles prennent le dessus sur les autres. Oui, bien sûr. Ouais. Vu qu'on ne veut ni traiter, ni retourner et ressemer, voilà, il n'y a que la fauche. C'est basé sur 2 fosses. Ouais. Minimum. Si tu veux en faire 3, il n'y a aucun souci. Voilà. Le but, c'est de freiner vraiment cette dynamique de la ronce. On veut retrouver un milieu ouvert et qui était en train vraiment de se fermer, quoi. J'ai mis 1h30 à faucher. Je vais passer plus d'1 heure à rateler pour emballer et le sortir. Oui, parce qu'après il faut... Mais non, par contre, je suis d'accord avec toi, il faut s'y retrouver derrière. Il faut, pour que ce soit pérenne, là, il faut que ce soit du donnant-donnant, sinon ça ne peut pas continuer. C'est la difficulté de conserver ce type de parcelle, en fait. C'est la raison pour laquelle elles ont été délaissées. À l'époque, on nous subventionnait pour drainer. Donc si le gars allait drainer, ça ne devenait jamais une zone humide. Ouais. Le drain, il pisserait à la rivière. Oui, tout à fait. L'eau coulerait à la rivière et puis point, le champ serait travaillé. Mais je n'ai pas honte de dire qu'on en a drainé, nous. On a drainé des parcelles de tout le monde. Comment tu peux tu penses t'y retrouver, quoi? Je veux dire, À long terme, j'espère qu'on pourra faucher et récolter de la bonne herbe, mais c'est pas pour tout de suite. Moi, je dis 4-5 ans. Ouais. Non? C'est pas toujours facile de mettre ça en place. Nous, au niveau du conservatoire, on n'a pas prétention d'intervenir partout non plus. Les endroits finalement où on met les pieds, c'est vraiment qu'il y a des enjeux vis-à-vis de la conservation des espèces et de la fonctionnalité des zones humides. Par contre, on s'efforce d'accompagner un maximum tous les acteurs au niveau des élus, au niveau des particuliers, des agriculteurs, à partir du moment où on fait un état des lieux avec eux, quoi. Et souvent, ça passe, le plus souvent d'ailleurs, ça passe finalement par reproduire les actions qui étaient faites de manière traditionnelle, quoi. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors autant ici sur des parcelles de fauche, même si c'est difficile au début, sur du long terme, ça va être du donnant-donnant, hein. Donc là c'est pérenne. Qu'on a beaucoup plus de difficultés évidemment à avoir ce type de discours sur des parcelles en gros qui coûtent de l'argent. Ouais. Et c'est pour ça que nous, au conservatoire, on a une équipe de terrain pour pallier finalement aux travaux qui ne peuvent pas être faits par les agriculteurs. Ouais, voilà, le but de la journée, là, ça va être de faucher 1/3 de la zone qu'on a laissée en herbe haute, là. Donc la bande là qu'on va faucher va être laissée en bande refuge, du coup, pendant 2 ans. Voilà. Et l'année prochaine, on interviendra sur un autre tiers. L'année suivante sur un autre tiers encore, avant de repasser sur la bande qu'on va faucher cette année. Le but de ça, c'est de favoriser des espèces qui ne supportent pas les fauches annuelles. Et c'est pour ça que vous n'allez pas avoir les mêmes espèces entre les 2 secteurs. Voilà. Et puis ce qu'on cherche, c'est à favoriser un équilibre, finalement, au niveau de la végétation et du coup au niveau des espèces qui la fréquentent. Et pour beaucoup, ce sont des espèces qui se raréfient, puisqu'ils ont besoin d'un milieu vraiment très particulier. Et quand on voit comment c'est agricole, enfin l'agriculture autour,
vous comprenez bien que ces espaces, vous n'allez pas les trouver dans les champs de tournesol, dans les champs de maïs, etc. Voilà. Pascal. Salut. Ça va? Ça va et vous? La compréhension des cours d'eau en 20 ans a énormément évolué. La prise en compte du milieu physique, une rivière ce n'est pas que de l'eau, donc c'est quand même quelque chose de très complexe, de très compliqué. Pour arriver à améliorer le fonctionnement de la rivière, de ce que l'on voit, mais tous les milieux associés, zones humides, mares, boisement, prairies, culture, urbanisation, assainissement, tout ça doit être pris en compte parce que tout arrive aux rivières finalement, tôt ou tard, par la topographie. Les travaux à mener sont d'envergure, se jouent sur un espace important autour des rivières et c'est ça qui est difficile à faire passer, à faire comprendre. Et c'est vrai que chez vous aujourd'hui, c'est un petit chantier mais qui fait quand même quasiment 1 hectare, donc c'est du petit mais qui n'est pas si petit que ça. Et il faut vraiment bien comprendre aussi que c'est le cumul d'actions qui va améliorer vraiment le fonctionnement de nos cours d'eau. Les travaux qu'on vous propose, c'est vraiment une mosaïque d'habitat, c'est garder de l'arbustif, de la freinée, de la haie, de la zone humide, de l'écoulement et la création également de ces 3 petites mares dans des milieux différents. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien l'idée de ces 3 mares et surtout par rapport à la première proposition, le fait que ça ne soit pas quelque chose de droit. D'accord. C'est sûr, c'est du particulier en fait, mais moi je trouve que c'est ce qui est intéressant sur ces territoires en fait, c'est de toucher le particulier pour qu'on puisse travailler ensemble et même si au niveau coût, ça a un coût super important, pour nous ça a un coût, je ne sais pas si on peut le dire, à 0. Oui. Donc pour le coup, c'est pas qu'une question financière, c'est que si on n'apporte pas l'argent, en tout cas on peut apporter quelque chose à l'évolution du territoire et il y a surtout à soigner cette seille qui est superbe. Et on travaille pour l'avenir en fait. Et effectivement, le fonctionnement de ces rivières, la qualité de l'eau, la quantité, les espèces qui vivent autour, c'est de l'intérêt général, aujourd'hui c'est reconnu. Mais ça se joue sur la propriété privée et ça c'est vachement important. Les 2 ans d'études qui ont été faites pour amener à cette décision aujourd'hui, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est un travail qui a été fait bien en avant. Et avant ces 2 ans, il a fallu monter des dossiers, il a fallu prendre conscience de tout ça. Tout à fait. Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes aujourd'hui. On se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Mais c'est parce qu'en fait, c'est l'évolution du temps et aussi des agriculteurs, de tous les acteurs du territoire. Tout à fait. Voilà. Voilà, ensuite ça part là-bas. On a placé 95 mètres qu'on supprime, on va retrouver 160 mètres, donc on gagne 70 mètres de linéaire sur le ruisseau. Ah, donc c'est pas rien. En habitat, c'est intéressant. Super. Puis du coup, on va pouvoir bien humidifier la zone. Voilà, donc là aujourd'hui ils ont commencé à dessoucher et puis ensuite on va aller creuser la mare qui est ici, enfin un projet de mare. Sylvie. Ouais. Exactement, c'est ici on le met le tas de, tas de souches. Ouais, alors oui, on va voir avec vous. Tant que vous y êtes, alors si vous voulez les souches, on voudrait les stocker un peu en merlon et mettre ensuite les branchages dessus. C'est de l'abri intéressant pour notamment l'hivernage pour tout ce qui est batracien. On se disait avec Pierre que si on stockait en bord, la lisière du coup va évoluer. Voilà, on va avoir une lisière un peu plus sinueuse. Est-ce que ça vous irez? Ouais. Les zones humides ont un rôle à jouer aujourd'hui, notamment en amont des captages d'eau potable. On ne vit pas sans eau. Voilà, ça va bien plus loin que simplement une rivière et 4 poissons, non, ça va bien plus loin que ça. C'est de l'intérêt général aujourd'hui. Les cours d'eau en font partie et les zones humides aussi. Ça mène 5,5. Je l'ai vu par là où on a les iris qui sont pas à côté des iris. Ouais. Là, la partie qui est là. Sympa, là. Et là, je le verrais bien peut-être en dépression, voilà, tant pis, des façons même moins profondes, mais Oui, sur 4 mares, on peut ouais, varier aussi. les niveaux de profondeur. En même temps, l'eau arrive déjà. Hein. Ouais, l'eau arrive là. Et t'as vu? C'est argileux quand même. On peut faire une zone à 80 là-bas, une zone à 80 derrière ici, et relier les deux avec un peu moins de profondeur. On a beaucoup d'espoir sur ce chantier de pouvoir montrer que oui, effectivement, on peut remettre un cours d'eau dans une zone humide, on peut en augmenter le taux d'humidité, mais qui permettra quand même l'été que du bétail y passe, que peut-être pourquoi pas une petite coupe de fourrage. Voilà, c'est quand même compatible, il n'y a pas de souci. Donc nous espérons fortement oui, que ce chantier de test va marcher, qu'on pourra l'afficher.
les zones humides ouvertes en prairie sont encore là parce qu'il y a de l'élevage. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler avec les agriculteurs, les éleveurs, pour restaurer, maintenir, améliorer des zones humides, qu'elles soient conservées grâce à l'élevage. Et si on arrive à ça, on aura vraiment gagné, quoi. 4, 3, 2, 1. Alléluia. Ça y est, c'est à nous. Salut Juju. Bon, une nouvelle fois, bonjour à tous et merci d'être venus. Aussi nombreux nous donner la main pour ce chantier école. Alors, le but de la journée aujourd'hui, ça va être d'améliorer, on va dire, le caractère humide du site. On voit bien qu'on a une prairie qui a été quand même drainée par toute une série de fossés, mais on peut espérer que si on remonte ces fossés ou si on en bouge quelques-uns, on aura la nappe d'accompagnement qui va remonter, donc c'est de la réserve en eau qui pourra être restituée plus tard à la rivière. Voilà. Une journée comme ça, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance, d'échanger. L'idée, c'est de créer vraiment un réseau qui soit opérationnel et qui permette à tout le monde de sortir un peu de l'isolement qu'on peut avoir des fois dans nos structures. Bon, maintenant action. Allez, voilà. Feu. C'est sur ce fossé-là qu'on veut créer une mare. L'idée, c'est de faire un bouchon avec du coup le double objectif de maintenir le plus possible l'eau dans le fossé et du coup d'humidifier un maximum la prairie. Il y a un premier travail où il faut sortir toute la végétation, il faut le mettre à nu. Donc on se disait, 6 personnes qui sont sur de l'abattage, élagage, débroussaillage. Non mais c'est bien, il y a 2-3 trucs qu'on peut prélever ici. On a de la menthe aquatique là qu'on voit en fleurs. On a aussi de la pulicaire. On va ramasser les massettes là qu'on voit en éventail. Les iris aussi, donc là on va tenter à la fois de prendre le rhizome, mais comme ça en graines aussi en ce moment, on va tenter de semer les graines. On a de la salicaire aussi là qui est en mauve. Du lycope. C'est typique des zones humides. Il y a des carex qu'on n'a pas parlé. On a aussi le patoire chanvrine qui est derrière Célia. Voilà, qui est pareil, bientôt en graines aussi. Ici, donc, ils ont réussi à pousser. Donc, si on les transplante de quelques dizaines de mètres, on a vraiment une très bonne chance pour que ça se développe. Et on limite les risques. Si on emporte des invasives, en 1 an ou 2, on peut détruire tout le biotope récepteur. Et donc, et le top, ça serait une botte de pouvoir juste l'ouvrir et l'étaler un petit peu, tu vois, que ça fasse un tas. Ça, c'est des sites de ponte. Et en plus, ça peut servir à d'autres bestioles. Christophe, c'est vrai que vous avez bien fait de venir. Guillaume, il nous apporte une vision sur tout ce qui est amphibien, et des choses auxquelles le Seine n'a pas forcément creusé et que nous, on peut effectivement exploiter, rajouter, quoi. Et en termes d'aménagement. D'aménagement et de com aussi. Ouais. De com. Ah, de com. D'animation. Tiens, attrape ce bout. Il faudrait la raccourcir. Bon, mais là, super. En fait, on va faire remonter un petit peu la nappe dans toute la zone en faisant un seuil. Donc là, on va avoir de l'eau qui va stagner un petit peu, ou en tout cas qui restera plus longtemps dans le fossé et qui permettra au sol de se drainer moins vite. Voilà. L'objectif, c'est de créer une mare pour essayer de favoriser l'implantation des espèces, des insectes, notamment l'agrillon du mercure. C'est une petite libellule qui est protégée. Oui. Voilà. Oui, qui est menacée au niveau européen et qui est présente toutes ces petites bestioles, ce serait bien qu'elles soient toutes protégées, parce que ça peut même faire venir des grenouilles, ça. Voilà. Voilà. Les insectes aquatiques, les batraciens, donc grenouilles. Tritons, reptiles, voilà. le racolier. Déjà d'avoir laissé le lieu s'apaiser, c'est vrai qu'on a revu des libellules, mais les batraciens, les grenouilles, etc. et les échassiers sont revenus aussi. Oui. Allez, on va laisser poser. Merci beaucoup. Ouais, merci pour la journée aussi. Ben non, mais merci pour le coup de main. Et si on y remettait des bétails, il se passerait quoi? Parce que la question nous trottait à un moment donné, là, de voir si on ne pouvait pas mettre 3 ou 4 moutons dans des endroits communaux. 3-4 moutons là-dessus, c'est pas suffisant. Quoi. Voilà, c'est bien, hein, mais ça ne tiendra pas la prairie. Hein. En tout cas, ça serait super bien pour le frêne. Ouais. Du coup, Donc en tout cas, à minima, c'est pas interdit, quoi. Oh, non. Non, c'est pas... Une collectivité va aider pour faire un truc comme ça,
vu les moyens qu'elle a, elle va pas le faire. Non, nous, le village, on ne peut pas. Voilà, mais bon, on parle bien du syndicat, il y a les outils qu'il faut, il y a les moyens humains et techniques, et puis il y a la volonté philosophique maintenant. Et je pense qu'elle est de mieux en mieux comprise par les populations, y compris les populations rurales et les agriculteurs. Les choses évoluent, et l'agriculture aussi, Dieu merci, quoi. On est sur un site que le conseil départemental aide financièrement dans la restauration et la gestion. C'est des actions qui sont financées à 80% mutuellement. Donc voilà, c'est très incitatif. L'agence de l'eau met vraiment l'accent là-dessus parce que ce sont des milieux qui sont importants de protéger, qui ont une réelle fonctionnalité pour la ressource en eau. Seulement, c'est peu de choses par rapport aux besoins d'une vallée, de tout un réseau hydrographique. Ah oui, malheureusement, oui. C'est vrai que c'est très peu, Mais bon, il faut commencer quelque part et puis se dire que tout ce qui reste, c'est à moins à préserver parce que si ça vient à disparaître, ça fera encore plus de ressources à créer, à recréer par ailleurs, et avec des infrastructures qui coûtent cher. Et c'est une infrastructure naturelle qui rend des services gratuitement. Plus en valeur d'expérimentation, d'apprentissage, de connaissances. Ah oui, par contre, voilà. Et peut-être d'exemples. Tout à fait. On peut l'espérer. Ah ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui nous reste? Les iris. Il reste des iris et puis après on va semer les iris. L'inventaire des zones humides, le département a montré, on a 3000 hectares à peu près, je dis très rapidement. Quasiment la moitié sont des zones en déshérence, soit boisées, mais des boisements naturels, de peu de valeur. Là, on peut considérer qu'on a 1000-1500 hectares de zones humides sur lesquelles on peut faire de la restauration fonctionnelle de ces zones-là sans porter préjudice à aux activités économiques locales. Petit à petit, les collectivités elles ont le temps pour elles. On peut avoir une vision sur le long terme et l'idée elle est là. Ce qu'on a fait ici, dans des zones boisées, on pourrait le faire sans que ça gêne personne. Par contre, du coup, on aura des crues qui seront un peu moins violentes à l'aval, on aura de l'eau qui dure, au lieu que le ruisseau ça sèche au 15 juin, peut-être qu'il séchera que le 30 juin. On vient grossir l'éponge. Voilà. Voilà. Bon c'est bien là. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Vivement le printemps. La pluie. La pluie et le printemps. Ouais.